Bonjour et bienvenue. Il est 11 heures, l'heure du webinar Monster. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Déborah de la société Randstad. Bonjour Déborah et bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer 1 heure ensemble pour vous présenter tous nos conseils et nos recommandations pour postuler sans expérience et pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Alors, comme d'habitude, on va consacrer les 20 dernières minutes du webinaire à répondre à un max de questions. Donc, n'hésitez pas à interagir sur le chat pour poser vos questions, vos commentaires, à partager vos retours d'expérience aussi. Et on se fera un plaisir d'y revenir tout à la fin. Également avec nous, il y a Marie qui est la modératrice. Donc, merci Marie d'animer ce chat. Voilà, donc Marie sélectionnera les questions pour qu'on y revienne tout à la fin. Donc, on a regroupé nos conseils en 6 grandes catégories qu'on va parcourir ensemble. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table pour qu'on se présente et voilà, qu'on fasse connaissance. Donc, Déborah, je te laisse te présenter. Alors, Déborah, donc moi je suis directeur de région pour le groupe Randstad et je suis responsable en fait au niveau France du développement des agences pour le client qui s'appelle Amazon. Ça fait 9 ans que je suis dans le groupe et avant de faire de l'intérim, je n'avais jamais fait de l'intérim ni des RH et ma formation initiale n'est pas du tout dans les RH. D'accord, donc un bel exemple concret de carrière sans expérience préalable. Exactement. Voilà, super. Quant à moi, donc Lucie de la société Monster. Donc Monster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des leaders du recrutement et c'est même un pionnier puisqu'on a inventé le concept de l'annonce en ligne. Sur notre site et sur notre appli, vous pouvez retrouver des offres dans tous les secteurs d'activité, partout en France et aussi à l'étranger. Et voilà, moi, ça fait 9 ans que j'évolue dans le secteur du recrutement et je fais différentes choses et notamment animer des événements comme aujourd'hui. Et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, voilà, pour être un petit peu sur le terrain, revoir vos questions, vos préoccupations pour essayer d'y répondre au mieux. Donc, on va commencer. La première partie, on vous propose de voir comment décoder l'offre d'emploi. Donc, décoder, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire apprendre à lire l'annonce. Donc, on ne va pas réviser l'alphabet, je vous rassure. C'est juste vous expliquer les points de vigilance quand vous décidez de postuler à une annonce qui est publiée, les points sur lesquels vous devez faire attention. Donc, déjà, vous prenez le temps de lire, vous prenez un papier, un stylo, et vous commencez à noter tous les éléments qui vous semblent importants, c'est-à-dire les mots-clés. Alors, les mots-clés, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le titre de l'annonce, ça peut être le nom de l'entreprise, ça peut être les compétences qui sont demandées, notamment celles qui sont listées au début de l'annonce. Ça peut être des informations qui vous semblent particulièrement intéressantes, comme des points sur la culture d'entreprise, sur le lieu de poste, sur la rémunération, si cette info est indiquée. Une fois que vous avez tout listé, vous allez classer. Donc, qu'est-ce que vous allez classer? Vous allez classer les compétences. Alors, on distingue généralement 2 types de compétences. Donc, les hard skills et les soft skills. Donc, pour rappel, les hard skills, ce sont les compétences techniques et académiques, généralement que vous avez acquises par votre formation. Ce sont des compétences qui sont quantifiables, qui sont assez souvent périssables, que vous devez actualiser régulièrement et qui sont difficilement transférables d'un métier à un autre. Et par opposition, il y a les soft skills. Donc, ce sont les compétences douces, compétences comportementales qui relèvent en fait de votre savoir-être, de votre personnalité, que généralement vous avez en vous, que vous pouvez évidemment développer et qui sont difficilement mesurables, mais que vous pouvez transférer plus facilement d'un métier à un autre. Et donc, ce sont ces compétences qui vont vous aider notamment si vous faites une reconversion professionnelle ou si vous changez de métier, etc. Donc, c'est sur ça que vous allez mettre l'accent. Ensuite, vous allez déterminer
ce qui, dans l'annonce, relève des compétences indispensables, des compétences secondaires. Donc, ce dont le recruteur a besoin immédiatement. Il faut les compétences sur lesquelles vous devez être rapidement opérationnel et les autres sur lesquelles vous pouvez, si vous ne les avez pas, ce n'est pas dramatique, vous pouvez les acquérir par la suite, vous pouvez les développer. Le dernier point, enfin, sur l'annonce, j'aime bien vous inviter à regarder des annonces similaires pour voir un petit peu les compétences qui reviennent. Donc, ça conforte le fait que ce soit des compétences importantes ou pas. Et puis aussi dans le discours de l'entreprise. Ça vous permet de voir comment se positionne l'entreprise, s'il y en a qui se distinguent un petit peu par leur culture, etc. Alors, en conclusion sur cette première partie, il y a 2 points à retenir quand vous lisez une annonce. C'est bien la comprendre pour pouvoir hiérarchiser les attentes et les besoins du recruteur, pour voir comment vous allez pouvoir y répondre, parce que c'est surtout ça qui intéresse l'entreprise, et surtout comment vous réapproprier tous ces termes clés que vous allez pouvoir réutiliser dans votre CV, dans votre lettre de motivation ou dans votre entretien, tout simplement. Voilà. Donc, on passe à la partie comment valoriser ses points forts. Donc, c'est Déborah qui va vous expliquer un petit peu son point de vue. Mon point de vue, tout à fait. Donc, valoriser ses points forts. Après, aujourd'hui, il faut être aussi conscient de ses points forts. Pour moi, en fait, c'est parce que des fois, on se trouve des fois plus d'axes de progrès que de points forts. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à demander un peu à son entourage, avant aussi de passer un entretien, quels sont mes points forts. Je te laisse passer le... Non, je peux modifier, moi? Oui, c'est bon. D'accord. Donc, il faut mettre, mais évidemment, il faut mettre ses atouts en avant, mais des fois, on n'est pas conscient de nos atouts. Donc, pour moi, déjà, avant d'aller passer un entretien, ou même quand on veut se mettre en valeur auprès d'un recruteur, ce qui est important, c'est de demander à son entourage, quels sont mes points forts? Parce que des fois, on peut aussi nous aider à identifier ces points forts et à mettre un mot aussi sur nos points forts. Parce que des fois, on sait que notre point fort, on l'a en nous, mais on n'arrive pas à mettre le mot dessus. Donc, déjà, c'est les identifier et mettre un mot dessus, le vrai mot que l'on va utiliser après lors de l'échange avec le recruteur. Donc, c'est quantifier aussi, évidemment, ces hard skills avec du factuel. Le factuel est très, très important dans un échange avec un recruteur. Le factuel, c'est ce qui donne vraiment, une vieille expression, de l'eau à son moulin, en fait, pour le recruteur. C'est dire, OK, vous n'avez pas d'expérience, vous avez peut-être fait un stage, vous avez peut-être vécu une situation similaire qu'on peut transposer sur le futur poste. Et donc, c'est d'expliquer, en fait, la situation que vous avez vécue dans le réel, factuellement, plutôt que d'aller imaginer des choses ou se dire comment je me projette. Déjà, ce qui est important, c'est le factuel, d'accord, avec des exemples concrets. Pareil pour les soft skills. Après, les soft skills, je pense qu'aussi, ça se ressent dès le premier échange, que ce soit téléphonique ou physique avec le recruteur. Je sais pas, un candidat que vous allez appeler directement, alors qui décroche et qui va dire oui, bonjour, enfin avec un air assez joyeux, ou la personne qui va décrocher en disant oui. Bon, des fois, l'accueil, alors qu'on sait qu'on cherche du travail, donc ça, c'est important aussi parce que les soft skills, c'est dès la première seconde qu'on peut identifier les soft skills de quelqu'un. Donc, dès que vous recevez des appels, quand vous êtes en attente d'avoir un rendez-vous avec un recruteur, il est très important de vous dire, voilà, je montre dès la première minute, c'est quoi l'expression, si on n'a pas mis l'occasion de faire une bonne impression, je ne sais plus exactement quelle est l'expression, ouais. Mais voilà, c'est très important dès la première seconde, dès l'échange avec le recruteur au téléphone, de mettre en avant ces soft skills et de ne pas se créer un personnage, de vraiment montrer qui on est. Et après, montrer sa valeur ajoutée, là, on est peut-être plus dans la projection, c'est plus ce que vous allez apporter demain dans l'équipe par rapport au cadre fixé par le recruteur. Voilà, mon équipe, elle est composée comme ça. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui peut intégrer. Voilà, mon équipe a ces qualités-là, nos axes de progrès, c'est ça, et comment vous, demain, vous allez vous inscrire dans l'équipe de ce recruteur, ou dans l'équipe, ou dans l'entreprise au global, hein. Je parle d'équipe parce que c'est mon cas. Mais voilà, comment demain, vous allez vous inscrire dans l'entreprise. Voilà. Donc, du concret. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, incarner sa candidature avec son attitude et son discours, très, très important. Ne vous mettez pas dans un personnage. Il y a un célèbre qui dit « Venez comme vous êtes », mais venez vraiment comme vous êtes.
exactement. Ne venez pas avec des talons aiguilles si vous ne portez jamais de talons aiguilles. Venez avec, voilà, si au quotidien, vous mettez alors, peut-être pas en claquette, mais si au quotidien, vous mettez on peut très bien être présentable et on est plus à l'aise surtout. On est plus à l'aise. Voilà. Venez pas avec une cravate si au quotidien, vous ne mettez pas de cravate. Alors, sur certains postes, ça sera peut-être demandé, mais quand on n'a pas d'expérience, on arrive sur des postes. La cravate, enfin, voilà. Si vous n'en mettez pas au quotidien, n'en mettez pas. Ça sert à rien. Pour les garçons et justifier la cohérence de son parcours, ça c'est très important aussi. Moi, je sais que j'ai rencontré de gros problèmes à l'époque, 10 ans en arrière, parce que j'ai travaillé dans beaucoup de milieux et à chaque fois c'était mais pourquoi vous avez changé de milieu? Parce que j'ai transposé mes soft skills d'entreprise en entreprise dans des milieux différents. Et après, j'ai appris les hard skills quand je suis arrivée sur le terrain. Donc, justifier pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vos études, pourquoi vous avez enchaîné. Et des fois, il peut aussi y avoir des raisons personnelles, hein, un déménagement, voilà, les aléas de la vie qui font que vous avez pu modifier votre parcours sans que ce soit juste professionnel. Mais n'hésitez pas à les dire. Il n'y a pas de, pour moi, il faut vraiment expliquer son parcours sans rentrer dans les détails. Mais il faut vraiment expliquer son parcours. Laisser entrevoir son potentiel, ça, je pense que ça se fait naturellement quand vous vous projetez, quand vous allez vous projeter avec le recruteur et lui dire à quel moment que vous allez apporter à son équipe et puis de la façon dont vous allez le faire. Et rassurer le recruteur, oui, c'est dans les deux sens. Vous devez rassurer le recruteur sur votre envie et le recruteur doit vous rassurer sur le fait qu'il va bien s'occuper de vous, je pense, et qu'il va être bienveillant. Merci Déborah. La partie suivante, c'est relativiser ses points faibles. Donc, on vient de voir avec Déborah les points forts. Et par relativiser, j'entends contextualiser. Pour en fait remettre dans le contexte et expliquer ce qui pourrait jouer en votre défaveur. Pour pouvoir encore une fois rassurer le recruteur, parce une fois encore, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un recruteur fait un pari sur un profil, donc il va prendre, surtout avec le contexte actuel, le profil qui lui semble le plus fiable, le moins risqué pour ne pas se tromper. Donc l'idée, c'est de lever tous les freins qu'il pourra avoir pour pouvoir aller le plus loin possible dans la candidature et décrocher le poste que vous convoitez. Alors pour ça, c'est faire le travail en amont. Comme on l'a vu tout à l'heure, si déjà vous avez du mal à identifier ce qui pourrait jouer en votre défaveur, vous pouvez demander aussi à votre entourage, à la lecture de votre CV ou en connaissance de votre parcours, qu'est-ce qui fait sur quel point on pourrait vous interroger, sur quel point on pourrait essayer d'en savoir plus. Ça peut être, comme l'a dit Déborah tout à l'heure, parce que vous avez changé plusieurs fois de secteur, de métier, parce que vous n'avez pas assez d'expérience, parce qu'il y a un trou dans votre CV, pour raison personnelle, pour raison familiale ou autre. Donc, il faudra, pour tous ces points-là, les identifier et trouver des explications, voire des contre-arguments. Et toujours raconter un petit peu les raisons qui vont expliquer sans pour autant se justifier. L'idée, alors Déborah, je ne sais pas si ça vient de toi, mais il y a comme un petit grésillement. Je crois que ça en touche le micro, donc faut peut-être faire attention. Voilà, je fais attention aussi de mon côté. Voilà, l'idée c'est de se mettre en amont de la posture du recruteur pour pouvoir déjouer tous les freins qui pourraient bloquer un peu votre candidature. Et évidemment, pour contextualiser et relativiser, il faut être convaincu. Pour être convaincant, si vous-même vous êtes un peu sceptique, si vous vous sentez pas légitime, il y a de fortes chances que le recruteur perçoive votre complexe entre guillemets et que lui-même ne vous trouve pas légitime et qu'il coupe court à la candidature. Et aussi s'expliquer sans s'excuser. Pas besoin d'aller trop loin pas besoin d'étaler votre vie personnelle. Mais c'est juste expliquer votre mode de raisonnement, votre mode de fonctionnement, vos contraintes aussi, si vous en avez, pour pouvoir aller plus loin dans l'entretien. Et si je peux me permettre, Lucie, bien sûr. J'aime pas trop le mot faiblesse, parce qu'en fait, pour montrer aussi à un recruteur que vous êtes prêt aussi à travailler, c'est plutôt un axe de progrès. Pour moi, c'est pas une faiblesse. Tout à fait. C'est pas une faiblesse, c'est montrer, voilà, mon axe de progrès, il est sur mon manque de communication, mais en même temps, je suis
à sortir de ma zone de confort et à travailler le fait qu'il faut que je communique plus ou plus efficacement, par exemple, je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est important. Le mot faiblesse, je suis pas fan. C'est plus axe de progrès pour Ouais, dans la vie. complètement. Et déjà, le fait d'en avoir conscience, c'est le premier pas parce que ça veut dire que vous êtes capable de vous remettre en question, d'avoir du recul. Donc ça, c'est fondamental. Tout à fait, Déborah. Et donc, voilà, on passe à la partie parler le langage des recruteurs. Donc concrètement, c'est encore une fois comment le rassurer. Donc, Déborah, je pense que tu as des choses à dire là-dessus. Ouais. Parler le langage des recruteurs, c'est s'adapter à la personne que l'on va avoir. Alors, pas s'adapter, mais c'est parce que c'est pas le bon mot. C'est dans le langage, on va essayer de voir, ou même sur l'entretien, on va essayer de voir si demain on peut se projeter. Alors là, je vous parle quand vous faites un entretien avec la personne dans laquelle potentiellement qui demain peut être votre manager ou votre collègue, d'accord? Voir si cette personne-là demain on peut être fait pour travailler ensemble. Vous voyez, quand je vous parlais tout à l'heure de ne pas se créer un personnage, c'est alors dans un premier temps évidemment utiliser les mots-clés de l'offre et de l'entreprise au global, d'accord? Mais après c'est voir au quotidien quand on parle de la connaissance du secteur d'activité, les problématiques, ça, tout ça, c'est tout ce qu'on fait pour le côté un peu technique, on va dire. Mais après, c'est manifester son intérêt pour l'offre et l'entreprise avec des questions pertinentes. Ok, donc l'entreprise, il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles on veut rentrer aujourd'hui, des grosses entreprises, et c'est surtout la personne en fait avec qui vous allez travailler qui va compter pour votre carrière et pour votre évolution personnelle et professionnelle. Et c'est quand on rencontre quelqu'un, c'est est-ce que demain cette personne-là, je me vois travailler avec lui? Est-ce qu'on a la même façon de communiquer? Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce que les mots qu'il utilise, ça me parle? Les mots, pas les mots techniques, mais les mots au quotidien. Est-ce que sa façon, moi par exemple, je communique très efficacement. Je ne suis pas quelqu'un qui m'étale avec beaucoup de mots, j'ai beaucoup de mal. Et voilà, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui va m'expliquer pendant 10 minutes alors que la question c'est oui ou non ou c'est juste un mot. Mais c'est pour après être bien aussi dans son poste. C'est pour aussi se dire demain je vais travailler avec cette personne-là. On a la même façon de communiquer. Après, si on identifie qu'on n'a pas la même façon de faire quelque chose, c'est juste se dire est-ce que demain je vais être capable justement, on repart sur les axes de progrès, m'améliorer, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment rédhibitoire pour moi? Non, moi j'ai besoin de tout comprendre, de tout analyser, de tout détailler. Et en effet, avec cette personne-là, je ne pourrais pas parce qu'elle a besoin juste d'efficacité. Voilà, par exemple. Là, je parle de mon axe de progrès à moi. Mais il y en a plein d'autres. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, ok, il y a le côté technique. On utilise les mots-clés de l'offre pour rassurer le recruteur comme quoi on s'est bien intéressé à l'offre et à l'entreprise. On montre sa connaissance du secteur d'activité et ses problématiques. Voilà, tout ça, c'est le côté de travail en amont. Mais après, quand on manifeste son intérêt, on n'oublie pas, l'intérêt, il n'est pas juste pour une entreprise et pour une offre, il est aussi pour le côté humain et la personne que l'on va rencontrer. Voilà. Dans ma vie, j'ai rencontré 3 super managers. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et j'en ai rencontré d'autres, mais qui c'est pas très beaucoup. Enfin, c'est pas passé. C'est vrai qu'à l'époque, étant jeune, j'avais juste besoin. Je me disais, mais non, il faut juste que j'intègre l'entreprise. Et en fait, non, c'est ces 3 managers-là qui, dans la vie, m'ont fait évoluer personnellement, m'ont fait m'améliorer sur les axes de progrès. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on n'a pas d'expérience, on se dit, c'est pas grave, je prends. Et des fois, il faut penser aussi au côté humain, si vous voulez. Je mettrais 30% d'humanité dans tout ça. Donc oui, montrer son adéquation sur le profil recherché, c'est OK. Être professionnel et rassurer le recruteur. Donc, rassurer le recruteur. Et puis sentir que lui aussi, il cherche aussi à vous rassurer aussi. Que ce soit même à rassurer dans le sens, oui, vous correspondez au poste. Et puis aussi, vous rassurer dans le sens, alors, vous ne correspondez peut-être pas au poste, mais parce qu'aujourd'hui, et qui vous donne des explications. Ça aussi, ça nous rassure. Parce que souvent, quand on est refusé sur des postes, on part un peu frustré. La frustration, c'est pas bon. On rentre chez nous, on se dit, purée, mais pourquoi, comment, j'avais tout j'avais montré mon adéquation avec le profil, j'avais été hyper professionnelle, je me tenais droit et tout. J'ai utilisé les bons mots-clés et tout. Mais lui, il faut aussi qu'il vous explique à l'inverse pourquoi il vous a pas retenu. Et ça vous rassure aussi. Il va vous dire, non, mais là, hier, moi, j'ai refusé un manager. Elle était très, très bien, très, très bien. Mais par exemple, elle n'avait pas assez d'expérience en management. Mais parce que j'ai une équipe de 30 et qu'elle a managé 3 personnes. Donc, je lui ai expliqué que entre deux, j'allais la mettre sur un autre poste. Mais je lui ai expliqué toute ma démarche pour demain, peut-être dans 2 ans, la mettre sur un poste avec un plus grand périmètre. Mais c'est important de donner du sens aussi à un refus. Et voilà.
Rassurer, c'est dans le positif et dans le négatif. Ouais, mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui ont soit pas de réponse du tout, soit quand ils ont un refus, ils n'ont pas d'explication. Donc c'est vrai que c'est dur aussi. Et parfois, n'hésitez pas à contacter en toute bienveillance pour savoir, enfin, qu'est-ce qui a peut-être coincé et quels seraient vos axes d'amélioration sur le recruteur. Ça peut vous aider pour la suite, même si c'est toujours dur de se prendre une porte, voilà, fermée, mais voilà, toujours essayer de trouver le positif pour rester motivé. C'est ça. Soigner son e-réputation, vaste sujet. Alors, l'été vient de commencer, les bars et les restos ont rouvert, vous préparez sûrement vos prochaines vacances pour cet été. Et qu'est-ce que vous faites généralement? Enfin, qu'est-ce qu'on fait tous? On va sur un moteur de recherche, Google pour ne pas le nommer, et on commence à taper des noms de villes, des noms d'hôtels, tout ça, pour voir un petit peu les avis, pour pouvoir se faire son propre avis. Eh ben, un recruteur, c'est exactement comme ça qu'il va procéder. Enfin, bien souvent. Il va, quand il reçoit votre candidature, s'il a un peu de temps et qu'il est intéressé, il va taper votre nom sur Google et voir un petit peu les informations qui ressortent. Alors, au-delà de la curiosité malsaine, c'est surtout pour voir si... hop, je fais comme ça. Voilà. J'espère que le grésillement ne vous gêne pas trop. Je suis désolée, hein. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais voilà. J'essaie de m'appliquer. En gros, il va taper votre nom et voir tout ce qui ressort à votre sujet, que ce soit texte, photo, vidéo. Donc, je vous invite à faire le travail avant lui pour pouvoir privatiser tout ce qui est de votre qui relève de la vie perso, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook ou autres, que ce soit des choses que vous n'avez tout simplement pas envie de montrer. Et aussi, à l'inverse, s'assurer que... Je suis désolée, il y a ce grésillement qui me gêne aussi moi-même, donc je ne sais pas comment faire. Vous assurer en fait d'avoir une visibilité professionnelle. Si vous n'avez pas de profil comme sur LinkedIn, je vous invite à en créer un et surtout à le faire vivre. Parce que le réseautage, c'est comme l'amitié, c'est pas le jour où vous avez besoin d'un service que vous allez vous réveiller. C'est quelque chose que vous allez faire vivre au quotidien en vous intéressant à des forums, en étant relié avec des professionnels référents, pour pouvoir un peu vous intéresser, vous documenter et renforcer vos relations pour que le jour J, quand vous êtes en recherche active, vous puissiez actionner plus facilement et avec plus de sincérité les gens que vous avez contactés. Donc voilà, donc en conclusion sur cette partie, s'assurer de soigner son réputation pour que entre ce que le recruteur voit sur le CV et sur la candidature et ce qu'il voit sur le net correspondent bien. Et puis aussi, quitte à livrer un petit peu de vous, montrer tout ce qui peut vous valoriser et vous faire sortir du lot, comme des centres d'intérêt atypiques, comme des performances. Je ne sais pas si si vous êtes très intéressé par le sport, si vous êtes impliqué dans une association, si vous avez monté des projets sympas, faites-le savoir sur le net. Donc, c'est toujours un sujet qui pourra vous aider à vous démarquer et démontrer des soft skills, justement. Et le réseau, je viens d'en parler, donc voilà, c'est quelque chose à soigner au quotidien. Et même quand vous êtes en poste, c'est quelque chose qui vous servira pour plus tard. Donc, n'attendez pas d'être dans le besoin pour solliciter des gens, parce que voilà, comme tout le monde, c'est plus simple quand c'est naturel et spontané. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein, on y reviendra par la suite. Là, on finit de présenter tous nos conseils, mais l'idée, c'est qu'on vous aide au quotidien sur vos points personnels de problématiques. Donc, préparer l'entretien d'embauche, on a déjà discuté. Préparer l'entretien d'embauche, déjà, c'est s'intéresser à l'offre, c'est s'intéresser aux mots-clés, voire arriver avec le même langage face aux recruteurs. C'est aussi se préparer avec les gens qui nous entourent pour demander nos axes de progrès et nos points forts, pour nous aussi arriver avec une vraie image de nous. Mettre des mots dessus, se préparer aussi à mettre des mots dessus pour essayer éviter aussi des fois les émotions qui peuvent aussi rentrer quand on parle un peu de nos points forts et de nos axes de progrès. Attends, Lucie, je veux bien que tu... Hop, merci. Donc, se documenter sur l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, se renseigner sur le marché, anticiper les questions des recruteurs sur les lacunes ou les trous dans le CV. On en a parlé tout à l'heure, votre parcours est très intéressant. Expliquez pourquoi. Pourquoi à ce moment-là, vous avez fait ça ou pourquoi il y a un trou. Et n'hésitez pas, sans donner les détails, à rentrer dans les raisons personnelles. Au contraire, ça s'appelle la transparence et ça, c'est apprécié par les recruteurs. D'accord ?
et étudier le parcours du recruteur et des collaborateurs. Oui, allez voir, je vois souvent quand moi je recrute, les gens vont voir mon profil LinkedIn avant. Et je vois ceux qui ont préparé mon profil, ceux qui ont étudié mon profil et qui sont assez rigolos dans les échanges, qui voient justement que je ne viens pas de l'intérim mais des RH et dans les échanges. Du coup, tout de suite, c'est aussi un peu plus fluide. Vous savez, c'est comme quand on prépare son rendez-vous. Et voilà, on a déjà des sujets ou des points d'échange, des points d'accroche. C'est très agréable. Et ça fluidifie un peu l'échange. Et anticiper les questions des recruteurs, je reviens juste sur ce point-là. Au global, même sans parler des lacunes ou des trous dans le CV, c'est se demander aussi, on ne peut pas anticiper, parce que moi je pose des questions, c'est impossible de les trouver, mais c'est se dire, ne pas se laisser déstabiliser par ces questions auxquelles on ne s'attendait pas aussi. Des fois, on a une question qui nous tombe et on se dit, mais pourquoi il me demande ça? Ne cherchez pas de raison, ne cherchez pas un sens à ça. La question, elle arrive, répondez comme vous vie en parlant dans un groupe ou en parlant avec des gens au quotidien. Ne cherchez pas une raison à la question ou ne vous dites pas il y a un écho. Ne vous dites pas qu'est-ce que le recruteur attend comme réponse. Non, il pose cette question-là sans attendre de réponse. Il attend votre réponse. Il n'attend pas une réponse, il attend votre réponse. Voilà. Et ça, c'est important de se le dire. Ne cherchez pas à faire la bonne réponse. Voilà. Faites votre réponse à vous comme vous le feriez dans un groupe d'amis, dans un groupe d'échange au travail, peu importe. Mais faites-le avec vos mots et avec votre ressenti. Ouais, parce que souvent dans les questions pièges, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. C'est surtout voir un peu comment vous réfléchissez. Exactement. Et vous testez un petit peu sur l'imprévu. Donc, exactement. Ne pas se laisser déstabiliser par ces questions. Ni émotionnellement, parce que des fois, on pique un phare, on dit mais pourquoi il me pose cette question? Et ni chercher la bonne réponse, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Donc, démontrer son sens critique et son esprit d'analyse. Bon, bah voilà, ça c'est très important le sens critique, hein, que ce soit, voilà, ne pas hésiter si vous n'avez pas compris ou s'il y a une chose sur laquelle vous n'êtes pas d'accord, lui dire tiens, j'ai pas compris, ou s'il y a une ambivalence dans la conversation, ne pas hésiter. Pratiquer l'écoute active, montrer son adéquation avec la culture d'entreprise, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous sentez que dans l'entreprise, c'est pas vos valeurs qui vont être, ça correspond pas à vos valeurs, bah essayez de creuser ou de vous dire est-ce que je suis faite pour cette entreprise ou ce manager ou cette équipe. Ne pas mentir, et ça c'est très important, la transparence en fait sur votre parcours perso, pro. Il y a une raison à votre parcours et ça, il faut vraiment l'expliquer, vraiment, vraiment. Et rester authentique. Tout à l'heure, on disait venez comme vous êtes, mais c'est vrai que cette phrase, elle a été reprise par un gros groupe, mais venez comme vous êtes et restez vous en fait. Et l'authenticité, je sais que c'est un mot à la mode et depuis un an, là, l'authenticité, on le voit partout, mais c'est depuis toujours être authentique, je pense, c'est ce qui fait avancer, que ce soit dans le recrutement et un jour, oui, on trouve le manager qui nous correspond ou le groupe qui nous correspond. Ouais, ça fait gagner du temps à tout le monde d'être authentique. Exactement. Même si parfois on a des contraintes, évidemment, parfois on a besoin de payer son loyer, de trouver un emploi. Ouais. Mais dites-vous, bien de est-ce faire que le bon vous êtes calcul. Quand on a besoin justement de rentrer dans un cadre, on a tous été en sortie d'école, on trouve notre premier job. Et est-ce qu'on est prêt à aller travailler avec cette personne-là? Faut mesurer l'impact. Est-ce que ça peut vous générer chez vous? Quand je suis sortie, j'ai passé un entretien avec un monsieur d'un grand groupe et j'ai pleuré pendant 3 semaines après parce qu'il m'avait refusé sur le poste. Et 10 ans après, je me dis, mais il m'a refusé et j'ai compris les raisons 10 ans plus tard, en fait, en me faisant ma propre expérience. Et en fait, je me suis dit, oui, il avait raison. Je ne pouvais pas rentrer dans son équipe. J'avais trop de répondants. Et que j'ai eu la chance après de rencontrer le manager encore que j'ai aujourd'hui depuis 9 ans. Et celui-là, oui, il accepte mon répondant et des fois mon insolence un petit peu, voilà. Parce que oui, pas la politique de l'autruche, j'aime pas qu'on mette la tête sous le sable, j'aime bien qu'on traite les problèmes. Alors que ce monsieur-là, à l'époque, je pense qu'il a justement ressenti que j'irais un peu le mettre en difficulté à lui dire non, là, ça va pas. Et j'ai quand même pleuré 3 semaines pour me disant pourquoi je l'ai pas eu ce poste. Et puis après, j'ai trouvé ce groupe et ce manager derrière. Donc voilà. Donc on comprend peut-être plus tard, mais dites-vous qu'il y a une raison. Et si j'étais entrée dans cette équipe-là, je pense que j'aurais peut-être pas fait non plus. J'aurais pas fait mon trou entre guillemets. Et rapidement, j'aurais soulevé des problèmes que le manager ne voulait pas soulever. Ouais, donc c'était un mal pour un bien. Exactement. C'est le principal, l'échec, il n'est pas grave, c'est de savoir comment on va rebondir derrière sur cet échec, quoi. Exactement.
Donc, en récapitulatif, avant de passer à vos questions, s'il y a 3 questions à se poser avant de postuler, qu'est-ce que c'est? C'est déjà pourquoi est-ce que je postule? Qu'est-ce qui m'intéresse dans cette offre? Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui me fait vibrer? La deuxième, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Est-ce que mon profil il est complètement à côté de la plaque et auquel cas peut-être que ça vaut pas le coup de perdre du temps à postuler et aux recruteurs de traiter votre candidature. Donc, soyez critique aussi en amont. Et enfin, qu'est-ce qui vous motive dans ce travail, cette entreprise en particulier? Est-ce que c'est les missions du poste? Est-ce que c'est les perspectives d'évolution? Est-ce que c'est la renommée de la boîte? Est-ce que c'est les avantages aussi? Peut-être que vous recherchez plus de confort pour concilier votre vie pro, vie perso et que l'entreprise vous permet cela. Donc, en gros, c'est identifier ce qui fait vraiment la différence. Votre motivation profonde, parce que ça va se ressentir au moment de l'entretien. Et voilà. Et si vous êtes convaincu, vous serez d'autant plus convaincant. Je ne sais pas, Déborah, s'il y a quelque chose à ajouter. Non, maintenant, j'attends des questions parce qu'après, c'est vrai que moi, c'est ma vision. Enfin, voilà, c'est mon expérience et ma vision depuis 20 ans que je suis sur le marché du travail. Mais oui, j'attends les questions plutôt, peut-être. Voilà. Donc, juste avant de passer aux questions, on va vous présenter le petit bonus. Hein. Vous savez, si vous êtes un habitué de nos webinaires, qu'on aime bien vous donner de la doc pour aller plus loin parce que souvent, on fait qu'effleurer certains sujets. Donc, pour aller un peu plus en profondeur, on vous propose notamment quelques articles sur notre site. On vous invite aussi à voir des anciens webinaires qu'on a consacrés à certains sujets, comme rédiger un bon CV, comme réussir un entretien vidéo. Et enfin, parce que je vois aussi dans le chat, il y a des questions pour Déborah sur ses recrutements actuels. Donc ici, vous trouverez le lien pour pouvoir voir un petit peu les postes qu'elle a pour voir. Et je ne sais pas si notre invitée surprise est toujours disponible pour en parler ou pas. Non, Déborah? Ah, c'est moi l'invité surprise. Oh, c'était pas Sarah. D'accord. Pardon. Excusez-moi, Lucie. Excusez-moi, Lucie. Non, parce qu'elle n'est pas là, donc j'attends qu'elle lui faire signe. Juste pour lui, voilà, excusez-moi. Voilà, pas de souci. Sarah pourra me rejoindre juste après. Oui, aujourd'hui, excusez-moi, Lucie. Aujourd'hui, je recrute en fait énormément dans mes équipes, puisque au niveau France, donc sur les secteurs Île-de-France, enfin pour l'instant, Global France, mais principalement pour l'instant Île-de-France, Oise et Moselle. Donc, j'ai fait 2-3 posts LinkedIn qui ont bien fonctionné, qui m'ont amené de très beaux profils, sans expérience. Je pense à je vais dire son prénom, mais peu importe, Nabil, qui venait de la communication et qu'on a pris dans l'équipe et on a hâte qu'il intègre l'équipe parce qu'on a vraiment, voilà, on a bon espoir de travailler avec lui et de le faire évoluer sur le poste sur les postes RH et du recrutement. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un job, même si c'est pas dans le vous n'avez pas un profil RH, recrutement, j'ai aussi des postes opérationnels. Aujourd'hui, je recrute encore à peu près une centaine de personnes. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Et de toute façon, on se rencontre et puis on partage et puis on voit sur quel poste on peut vous mettre, justement partager sur vos points forts, vos axes de progrès, ce que vous recherchez. Et puis, on tient compte aussi évidemment de toutes vos problématiques personnelles, puisqu'on a tous évidemment des choses personnelles qui nous... Des fois, on a peur d'en parler, mais on en parle. Donc, dans mes équipes, j'ai plein de profils différents, plein de gens qui n'ont jamais recruté, plein de gens qui n'ont jamais fait de RH, qui ne savaient même pas ce que c'était un site logistique à la base. Et aujourd'hui, ils ont leurs chaussures de sécu et ils sont super contents d'être sur le terrain, ou ils sont à l'agence en train de recruter, ou ils font de la paye. Enfin bon, voilà. Donc, avec plaisir, j'ai mes 2 coachs dans mon équipe qui se feront un plaisir de coacher tous les gens qui n'ont pas cette expérience. Super, donc, n'hésitez pas à me contacter. Et Sarah, évidemment, ne passe pas. Mais c'est pas grave, Sarah se fait attendre. Elle se fait désirer. Donc, on a plein de questions. Merci de votre active participation. On va essayer d'en traiter le maximum possible. Alors, on a une question de moi concernant le salaire. Est-ce qu'on peut le négocier quand on est débutant? Déborah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, quand on est débutant, c'est le négocier à partir de quoi? En fait, c'est surtout ne pas accepter un poste avec un salaire qui vous frustre. Voilà, c'est savoir pourquoi on accepte ce salaire-là. Et il ne faut pas travailler dans la frustration. C'est aujourd'hui, soit vous partagez avec le recruteur et vous dit, voilà, le salaire d'entrée, c'est ça.
Mais par contre, sachez qu'il y a des évolutions derrière, que dans 6 mois, il y a des revalorisations, que le jour où je vous passe, je ne sais pas, sur un contrat différent, il faut voir aussi ce qu'il y a derrière. C'est OK, je rentre à ce salaire-là. Dans 6 mois, il m'a parlé peut-être d'un poste évolutif ou il m'a parlé d'une revalorisation de mon salaire. Enfin, c'est partager et ne pas rentrer frustré. Avoir la projection aussi du salaire. Ça, c'est aussi important. Moi, j'ai rentré une jeune qui sortait de l'école en janvier. Elle a accepté un salaire et elle m'avait dit, Déborah, franchement, c'est en dessous de ce que je voulais. Et en fait, 6 mois plus tard, aujourd'hui, elle est manager d'une de mes agences. Parce que gros potentiel, je l'avais identifié. Et du coup, aujourd'hui, j'ai revalorisé son salaire. J'ai eu la chance de pouvoir revaloriser son salaire en la passant sur un contrat. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment en parler avec le recruteur. Lui dire, voilà, ma fourchette, c'est ça, la vôtre, c'est ça. Par contre, si j'accepte ça, une fois que vous avez fait vos preuves, en fait, là, vous aurez une projection plus importante avec le recruteur ou votre manager. Voilà. Une question aussi, ouais, tout à fait, sur le salaire qui revient aussi. Est-ce que quand on est jeune ou inexpérimenté pour différentes raisons, est-ce qu'on doit accepter de se brader en quelque sorte, même en termes de qualification? Tu as répondu en partie, de ne pas se frustrer, mais c'est vrai que parfois on n'a pas tellement le choix aussi. Non, je suis d'accord. Et tout le monde n'est pas aussi peut-être bienveillant que toi à revaloriser par la suite. Donc, faut faire. Non, mais après, faut se projeter. Et il y a aussi une chose. Moi, quand on sort de l'école, il faut savoir que toutes les écoles, quand vous sortez de l'école, vous disent. Là, je parle des étudiants, de jeunes étudiants. Quand tu sors de l'école, tu es l'élite. Tu sors de l'école, tu es l'élite. Demande temps. Tu vois, tout le monde sait les salaires. Et en fait, même moi, j'ai déchanté le jour où je suis arrivée sur le marché du travail. Je me suis dit, mais on m'avait pas promis ça quand même. Enfin, je veux dire, on m'avait pas dit ça. Ça, c'est important quand vous sortez de l'école. Je sais qu'après, il y a des contraintes, on paye les loyers et tout, mais c'est important d'à la fois pas être frustré et de non plus dire, attends, non, d'être sur la réalité du marché, finalement. Exactement, réalité du marché, et voilà. Et ne pas oublier aussi le package complet. Parce que quand on sort de l'école, souvent, on nous explique pas ça aussi. Et il y a un package complet. Donc, OK, il y a le fixe. Puis après, on a aussi des primes et tout ce qui peut aller autour. C'est aussi important. Parce que ça vous amène aussi des avantages en plus. C'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'école, il y avait des avantages, je n'avais pas conscience qu'ils pouvaient exister. Je l'ai découvert bien plus tard. Bon, voilà. Donc, c'est important aussi. Ok, question de Johanna. Conseillez-vous de postuler pour un poste pour lequel on ne maîtrise pas 100% des compétences et comment faire pour se défendre face à des compétences qu'on ne maîtrise pas? Donc, c'est vrai qu'on l'a expliqué pendant la présentation. Déborah, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur comment dire en fait, comment garantir qu'on va monter en compétences ou acquérir des compétences qui sont fondamentales mais qu'on n'a pas? Après, ça dépend de la compétence. Demain, si c'est de parler anglais et que vous ne parlez pas un mot d'anglais, évidemment, ça va être un peu compliqué. Je veux dire, si c'est une compétence linguistique, ça va être. Ou alors, il faut apprendre l'anglais en 15 jours et voilà, mais faites-le. Mais par contre, si c'est une compétence, le recruteur vous dit oui, on travaille sur tel logiciel. Apprendre un logiciel, ça reste du technique. Il faut juste avoir envie, s'intéresser et on peut apprendre. Voilà, il y a une différence. Demain, si vous voulez rentrer dans la finance et que vous n'avez jamais fait de finance de votre vie, peut-être qu'il y a quand même des choses où, techniquement, quand on parlait des hard skills tout à l'heure, qu'il faut connaître. Par contre, demain, quand vous rentrez dans une équipe, je ne sais pas, par exemple de recrutement, je suis l'exemple même. Je veux dire, le recrutement, ça s'apprend. C'est quelque chose que vous avez un petit peu en vous parce qu'il faut être un peu quand même humain et empathique, mais après, ça s'apprend. Ça s'apprend. Pour moi, il n'y a pas de bloquant. Si on a envie, on apprend. Une autre question de Nesrine. Comment ne pas donner l'impression que sa candidature est opportuniste? Ça veut dire quoi? Parce que opportuniste, c'est très mal utilisé dans certaines phrases. Pour moi, être opportuniste, c'est positif. Dans certaines têtes, ça peut l'être négatif. On est tous opportunistes à un moment. Enfin, heureusement, il faut être opportuniste, justement. Il faut être opportuniste. L'opportunisme, c'est pas. J'aime pas parce que souvent, on utilise ce mot dans des cadres un petit peu. Une mauvaise vision. Or, l'opportunisme, c'est ce qui amène tout le monde à amener sa carrière ou sa vie perso. Enfin, voilà, c'est l'opportunisme. Voilà. Enfin, ça veut dire quoi, en fait, avoir une candidature opportuniste? Je comprends pas. J'ai du mal à comprendre. Ouais, peut-être que Nesrine a voulu dire
pas une candidature, pour postuler un job entre guillemets alimentaire qui forcément peut-être nous fait un peu moins vibrer, mais parce qu'on a besoin de travailler. Donc c'était peut-être dans cet angle-là, mais voilà. Ah, Euh, l'opportunité, d'accord, comme ça. Oui, donc c'est dans le mais sens, ouais, oui, on revient au bradage un petit peu, mais ça après, oui, on ouais. y est tous passés, hein. On y est tous passés. Une question senior de la part de Didier. Comment transférer, valoriser de nombreuses compétences vers des compétences nouvelles? Avec du factuel, ce qu'on disait tout à l'heure. Les compétences, ça se transfère avec du factuel. Ce qu'on a vécu, surtout Didier, enfin voilà, en fonction de notre expérience, c'est se dire voilà, j'ai vécu, je sais pas, pendant 10 ans, j'ai fait ce groupe-là, j'ai utilisé beaucoup, je sais pas, la communication, la pédagogie. Comment je vais le transférer demain dans le futur poste que je n'ai certes jamais occupé, mais oui, je suis un bon communicant, oui, je suis patient, oui, voilà, il faut savoir transposer, mais avec du factuel, avec souvent dans les entretiens, on vous pose des questions. Qu'est-ce que vous avez vécu comme situation qui vous a mis mal, ou à l'inverse, qu'est-ce qui vous avez vécu comme situation qui vous a enjoué au travail? Bah ça, c'est parce que les recruteurs cherchent du factuel. Voilà. Et en plus, quand les gens racontent l'histoire, on sent comment il l'a vécu, comment il le vit encore, et comment derrière il l'a appréhendé, quand la personne a appréhendé ce moment. Ouais. Et Didier, peut-être pour compléter, restez pertinent. Mettez les compétences qui sont pertinentes avec le job auquel vous prétendez. Ça sert à rien de mettre enfin, de faire une biographie avec des choses qui vont finalement assez peu intéresser le recruteur. Et si vous avez du mal, sachez qu'il y a des consultants, des organismes qui existent, et même des sites sur le net pour vous aider à y voir un peu plus clair sur comment nommer, identifier et exploiter vos soft skills. Okay. Une question suivante d'Ami Rouge. Est-ce que c'est possible? Alors, attendez, hop. Est-ce que c'est possible de postuler pour un poste pour lequel j'ai une formation, mais pas d'expérience dans cette spécialité? Ben oui. Et puis après, il faut montrer les autres points forts que vous avez. Vous avez peut-être pas l'expérience, mais peut-être que vous avez une personnalité qui colle parfaitement avec la culture d'entreprise, avec la culture du manager. Peut-être que vous avez un potentiel et que vous avez d'autres choses à offrir qui vont convaincre le recruteur. Donc, et de toute façon, dites-vous qu'il y aura toujours, il y aura toujours mieux que vous. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera le mouton à 5 pattes, qui aura toutes les compétences, qui va cocher toutes les cases. C'est ce que disait Déborah tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un qui est super sur le papier, mais une fois que la rencontre est faite, ben, il y a quelque chose qui n'accroche pas. Et peut-être qu'avec vous, ça va accrocher. Donc, c'est sur votre personnalité. C'est sur votre potentiel qu'il faut mettre l'accent. Paola qui nous dit si on a 4 minutes pour se présenter, est-ce qu'il faut parler des choses uniquement personnelles ou de son parcours professionnel, Déborah? Les deux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment parler des deux. Il faut aussi lier les deux. Vous savez, il y a ce truc aussi de non, il faut lier les deux. Lier les deux. J'ai pas du factuel. Je parle toujours de factuel, donc je vais vous donner. Mais oui, expliquer pourquoi à ce moment-là on a fait ça. Oui. Enfin, il faut expliquer. Oui, il faut lier les deux. Quand vous expliquez votre parcours, il doit aussi être ponctué de pourquoi à ce moment-là il y a eu un gros changement, que ce soit dans votre poste ou dans votre lieu géographique. C'est pas grave en fait de dire oui, bah là je sais pas, j'ai suivi ma femme ou mon mari, ou là je suis sortie de l'école, je faisais mes études dans le sud, donc j'ai voulu rejoindre l'Île-de-France pour trouver un travail. Enfin, il faut vraiment expliquer. Ou un enfant, ou une maladie, ou voilà, on n'est pas obligé de s'étaler sur le sujet. Mais c'est toujours intéressant pour le recruteur de savoir aussi par quoi vous êtes passé des fois sur les moments un peu plus difficiles de votre vie ou les moments un peu plus ou plus faciles ou de joie. Voilà, c'est important aussi pour le recruteur de savoir tout ça. Donc il faut vraiment lier les deux pour moi. On donne pas les détails de sa vie personnelle. Après, ça arrive. Mais je veux dire, c'est plus donner du sens en fait à votre parcours. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vraiment donner du sens au parcours. Il y a aussi plusieurs questions de la part de seniors qui sont en reconversion, notamment une question d'Anne France qui est en conversion pro à 360, donc elle a complètement changé d'activité et elle est âgée de plus de 50 ans. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à cette population qui malheureusement est trop souvent discriminée et pour qui c'est encore plus compliqué de trouver un emploi? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le factuel. Toujours, dans mon équipe actuelle, j'ai recruté des gens justement en reconversion, en senior.
Sandra et Sandra, c'est 2 Sandra exactement. Et Sandra, j'en ai une qui était aide-soignante, j'en ai une autre qui était opticienne. Et c'est des gens qui un jour ont fait une reconversion avec un projet perso aussi, avec des aléas perso aussi, donc je vais pas expliquer, mais et aujourd'hui c'est intéressant, c'est hyper intéressant de justement en fait quand je les ai rencontrées les Sandra, elles m'ont donné vraiment envie de travailler avec elles. Vraiment, elles étaient vraiment honnêtes, leur projet était clair, leur envie était claire. Et aujourd'hui, elles sont dans l'équipe et pour rien au monde, voilà. Enfin, pour rien au monde, je suis contente de les avoir rencontrées et qu'elles fassent partie de l'équipe aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait peut-être, parce que quand tu les as rencontrées, ça a été le déclic, mais avant même les rencontrer, quand tu as reçu leur candidature, leur CV, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes, enfin, auxquelles tu es sensible et qu'il faudrait faire apparaître sur un CV de senior ou de reconversion pour faire la différence et aller justement à l'entretien? Je crois qu'il y en a une, c'était vraiment son dynamisme au téléphone. Je l'ai appelée en 2 minutes, elle m'avait dit, je lui dis on peut se rencontrer. Oui, demain si vous voulez. D'ailleurs, je l'ai vue à 7h dans un hôtel parce qu'elle commençait son boulot à 9h et que voilà, enfin bon, tout un truc, mais une histoire dans laquelle on va se souvenir longtemps. Et puis l'autre, pareil, une disponibilité, voilà, je l'appelle, hyper motivée. Elle arrive à l'entretien, je me rappelle, elle était rayonnante. Enfin, c'était vraiment, voilà, oui. En amont, c'est un peu compliqué sur le CV parce que moi, je pense que c'est quand même le premier contact téléphonique qui est important. Je trouve. Le CV, oui, le CV est important aussi. Mais après, c'est vrai que quand on vous appelle, le premier contact téléphonique est très important. Vraiment. C'est bien de rappeler. Ouais, il faut que ça rayonne au téléphone. Enfin, ou rayonne ou pas en fonction du poste. Ou voilà, mais il faut que ça donne vraiment à le recruteur de se dire ah oui, en effet, elle a l'air très carrée, très sérieuse, très disponible. Je reviens sur une manager, pareil, que j'ai recrutée après Claire, que j'ai recrutée à la sortie d'école en janvier et qui est maintenant manager d'une de mes agences. Et pareil, quand je l'ai eue au téléphone, elle était en poste. On s'est vu à 6h30 le matin au siège Randstad. Elle habitait à Reims. Elle est venue en train. Enfin, il y a tout un truc. Je sentais l'envie. Et moi, et nos échanges téléphoniques étaient comme si on s'était parlé depuis toujours. Depuis toujours. Enfin, oui, bonjour, ok, c'est clair, hop, c'est efficace, un petit texto. Faut pas hésiter aussi à utiliser pour les seniors, et je pense à ma maman. Pour les seniors, le côté un peu SMS aussi aujourd'hui, c'est très courant. Il y en a qui sont peut-être gênés des fois de faire un petit SMS. Mais n'hésitez pas, recruteur, si vous avez une question ou pour confirmer, ou n'hésitez pas, un petit SMS, bonjour, je serai là demain comme convenu à 10h, je ne sais pas, ou un échange. Le SMS est un moyen de communication important aussi. Des fois, on a l'impression que c'est un petit peu, comment dire Déplacé. Déplacé, voilà, exactement. Et en fait, pas du tout. Au contraire, le SMS, c'est un moyen de communication. Enfin, aujourd'hui, ça fait partie de notre vie courante. Hein. Et avec les recruteurs, c'est pareil. Le petit SMS, n'hésitez pas. Ouais. Évidemment, sans faute d'orthographe, sans langage texto Jones, on s'entend. Bien sûr, ça c'est un autre point. Mais du coup, Déborah, c'est une bonne transition parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, les gens, visiblement, sont emballés. Il y en a beaucoup qui veulent bosser avec toi, qui veulent postuler. Est-ce que certains demandent est-ce qu'ils peuvent te contacter sur LinkedIn ou est-ce que, de façon générale, est-ce qu'ils peuvent contacter les recruteurs sur LinkedIn, prendre cette initiative-là ou attendre déjà de se rencontrer? Il faut contacter les recruteurs sur LinkedIn, ça c'est clair. Moi, j'ai fait mes premiers posts il n'y a pas longtemps parce que je suis pas trop une réseau social. Si vous me googlisez, vous verrez, il n'y a que LinkedIn. Du coup, mais évidemment, j'ai été ravie. Enfin, Nabil, dont je parlais tout à l'heure, je l'ai recruté via un post. Il m'a envoyé un message, on a échangé, il vient de Belgique, il est venu à Metz 2 jours après et il intègre l'équipe dans 15 jours. Voilà. Et il a jamais fait de recrutement, jamais d'RH, jamais de management. C'est pas grave, on va l'accompagner. Mais il faut contacter les gens qui font des postes, évidemment. Évidemment. Il faut les contacter. Comme les recruteurs nous contactent aussi sur LinkedIn à l'inverse pour nous proposer des postes ou nous proposer des échanges. Enfin voilà, il faut le faire. Il ne faut pas hésiter. Ok, c'est noté. Une question aussi qui revient souvent. Quand on n'a aucun retour sur sa candidature, à partir de quel moment faut-il relancer et comment? Qu'est-ce que tu fais? Tout dépend aussi de l'échange que l'on a eu avec le recruteur. C'est-à-dire si c'est quelqu'un au début qui vous a fait que des mails, peut-être par mail. Après, ça dépend de l'échange. Que moi, je sais que dans tous les recrutements, tout le monde a mon numéro de téléphone. Donc, ils me rappellent, ils me font des SMS. Je ne suis pas non plus toujours disponible. Donc, ils me laissent des messages, je les rappelle ou je leur refais un SMS en disant je vous appelle demain. Ça dépend vraiment de l'échange et du contact qu'il y a eu avec le recruteur. Vous voyez,
voilà, si c'est quelqu'un qui a fait que du mail, je pense qu'il faut le contacter par mail, parce qu'il va peut-être trouver déplacé le téléphone. Ou à la fin, s'il vous a dit, je vous rappelle dans 10 jours, je vous rappelle, c'est au téléphone. Donc, 10 jours après, si vous n'avez pas de contact, hop, c'est vous qui l'appelez. Et puis, vous lui dites, comme convenu, on se rappelle dans 10 jours, j'attendais. Voilà. Ne pas avoir peur. Toujours enlever ce truc de la tête, ne pas oser. Moi, dans les équipes, c'est interdit d'utiliser la phrase « je n'ose pas ». D'accord. Il n'y a pas de pas oser. On ose. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et si on peut tout dire et tout faire avec respect. Et voilà. Donc, il faut vraiment, il faut oser. Il faut oser. Je crois qu'on a tous envie d'aller travailler avec Déborah. Avec... je vais parler de mes axes de progrès, si vous voulez. J'en ai beaucoup. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde. Il y a une question pertinente d'Émilie. Et c'est vrai que je n'ai pas expliqué sur la partie e-réputation. Alors, Émilie demande, est-ce que c'est pénalisant de ne pas avoir de compte LinkedIn? Alors, je vais un petit peu élargir la question. Je dirais, est-ce que c'est pénalisant de n'avoir aucune information sur le net à votre sujet? J'ai envie de dire oui. C'est comme pour reprendre l'analogie avec les vacances. Et si vous trouvez absolument aucune information sur un hôtel sur le net, ça va un petit peu vous inquiéter. Et c'est pareil pour un candidat, si on trouve absolument rien du tout sur vous, c'est un peu étrange, surtout à une ère où tout le monde, des plus jeunes aux moins jeunes, ont une activité. Voilà, c'est un peu inquiétant, mais surtout, l'idée, c'est de soigner sa présence. Et pour en revenir à LinkedIn plus précisément, on peut se dire peut-être que c'est une histoire de cadre supérieur, de personnes qui sont à l'aise, qui travaillent dans la communication, le marketing ou je ne sais quoi. L'autre jour, sur LinkedIn, j'ai vu un super profil de plombier. Et en fait, on va se dire, mais un plombier, c'est pas forcément par le net qui va faire son business. Et en fait, son profil était hyper bien foutu, très pro, très humoristique. Et du coup, il se démarquait parce que des profils de plombiers sur LinkedIn, on n'en connaît pas des masses. Donc, pas d'autocensure. C'est l'occasion pour vous de vous exprimer. Donc, appropriez-vous les outils que vous avez à disposition. L'idée, c'est pas de vous mettre sur tous les réseaux sociaux parce que c'est la mode, mais plutôt de donner à entendre votre voix et de donner à en savoir plus, un peu plus sur vous. Voilà. Ce serait ma réponse pour Émilie. Alors, une question de Martina. Comment, à partir d'une annonce ou d'une lecture sur le site de l'entreprise, se rendre compte des éléments de culture d'entreprise? Ça, c'est sûr. C'est pas dans une annonce qu'on voit c'est surtout le site de l'entreprise où il faut aller un petit peu chercher les valeurs de l'entreprise. Voilà, le site de l'entreprise, avec aujourd'hui les marques employeurs, c'est important d'aller voir justement ce que fait l'employeur sur le site. Après, c'est pas ma spécialité. C'est la spécialité de Lucie, la com et tout, l'image. Mais en tout cas, voilà, dans un premier temps, il y a des entreprises qui ont de très bons sites internet et quand vous y allez tout de suite sur la première page, c'est nos valeurs, ce qu'on veut donner à nos équipes, comment c'est quoi nos projets sur le long terme, quelles sont nos volontés. Enfin, il y a tout sur un site, la suite de l'entreprise. Ouais, pour compléter, il y a le site et puis il y a aussi comment elle parle. Si c'est une entreprise qui a des pages sur les réseaux sociaux, comment elle communique sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi taper un peu dans les sites ou la presse spécialisée. Quels sont les projets de cette entreprise, s'il y a des choses à dire. Voir si elle est en accord avec les valeurs qu'elle déclame sur son site. Est-ce qu'elle les incarne vraiment? Est-ce que c'est juste de la façade? Est-ce que c'est un discours marketing ou c'est quelque chose qu'elle fait vivre au quotidien? Il y a des sites aussi qui existent comme Glassdoor où des anciens collaborateurs ou des collaborateurs actuels peuvent donner leur avis sur une entreprise. Alors, c'est à prendre avec des pincettes aussi parce que souvent, ce sont des gens pour qui ça s'est pas très bien terminé. Donc, les commentaires peuvent être un peu durs. Donc, mais c'est bien d'avoir différentes sources et de comparer aussi différentes entreprises sur un même secteur d'activité, voir s'il y en a une qui se démarque vraiment plus qu'une autre. Donc voilà, c'est ça qu'on peut voir pour se faire une idée de la culture d'entreprise. Et après, comme le disait Déborah, elle se fait une idée avec la rencontre téléphonique ou la rencontre physique. Et vous, c'est pareil, c'est vraiment quand vous allez rencontrer les gens un petit peu, est-ce que les gens ont l'air heureux de bosser là? Est-ce qu'ils sont souriants, avenants ou pas? Voilà. Une question de Brigitte. À combien de compétences faut-il avoir
pour avoir une chance d'être sélectionné? Est-ce qu'il y a un montant de compétences un peu rédhibitoire ou un certain type de compétences un peu rédhibitoire, même si on en a parlé tout à l'heure? Déborah, c'était quelque chose à ajouter? Non, je combien de compétences, enfin, si on parle de compétences, oui, techniques, non, j'ai pas de chiffre précis, j'ai pas de. Non, j'ai pas de chiffre précis. Non, honnêtement, non. Non, j'ai pas là, j'ai pas de réponse précise. Je n'ai pas de. Non, et j'ai pas de chiffre. Combien de compétences déjà? Non, j'ai pas de. J'ai pas de réponse là. Je n'ai pas de réponse à cette question. Combien de compétences? Oui, je pense que ça dépend un peu au cas par cas et. Ouais, tout à fait. Parce qu'en c'est soi, surtout ouais. Comme tu disais tout à l'heure, si une compétence clé, c'est parler anglais, mais que vous ne savez pas aligner deux mots, évidemment, ça va être problématique. Même si vous avez tout le reste à côté, voilà, on est d'accord que ça va être compliqué. Exactement. Donc, soyez critique envers vous-même. Enfin, voilà. C'est dur quand on est en recherche, on a envie de postuler un max d'offres, mais le conseil qu'on donne, c'est, enfin, moi que je donne quand je rencontre des candidats, c'est prendre le temps. Il vaut mieux faire que quelques candidatures bien ciblées, bien rédigées, plutôt que balancer le même CV, la même lettre de motivation à 20 entreprises et avoir zéro retour. Vous verrez, c'est pas payant. Ça se ressent quand on les voit. On voit la personne qui a lu, qui s'intéresse à l'entreprise. Et voilà, ça se ressent clairement. Donc, faites le choix de la qualité. C'est du temps que vous allez gagner par la suite. Question de Sylvie. Quand vous justifiez de deux types de compétences, un bilan de compétences peut-il, quand vous justifiez de deux types d'expérience, pardon, un bilan de compétences peut-il être utile? Moi, j'ai envie de dire oui, tout ce qui vous permet de prendre du recul sur vous-même et sur votre parcours, surtout quand vous avez une carrière assez longue, c'est à prendre. Si vous avez les moyens financiers et le temps de le faire, faites-le. C'est jamais perdu, à mon sens. Tout à fait. Alors, une question d'Eric. Que dois-je comprendre quand on me répond on ne peut pas se projeter avec vous, pas sur votre profil? Bah, c'est très vaste. Hein. On ne peut pas se projeter parce que vous ne vous inscrivez pas dans l'équipe en termes d'état d'esprit. On ne peut pas se projeter parce que peut-être que dans votre discours, vous leur avez parlé de projet sur les 2 ans et qu'eux, ils ont un projet pour vous sur 5 ans. Enfin, ça peut être dans le temps, ça peut être sur le poste, ça peut être dans l'état d'esprit. Enfin, ça peut être, c'est assez vaste. Ça dépend de l'échange en amont, tout simplement. On ne peut pas se projeter. Ouais. Ou justement, c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être rentrer un petit peu dans le dire au recruteur, ok, vous ne pouvez pas vous projeter, mais expliquez-moi pourquoi, au moins sur quel sujet on ne peut pas se projeter. Il peut vous dire, enfin voilà, je pense que c'est là, faut creuser avec le recruteur, hein, je pense. Ouais, lui demander du concret, comme vous, il va vous demander du concret, bah, lui dire peut-être expliciter la réponse. Est-ce que j'ai pas compris? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Sur quoi vous vous basez? Sur quel élément? Ouais, n'hésitez pas. Rappelez-vous que surtout l'entretien, même si l'enjeu est gros et que vous êtes intimidé, vous êtes stressé, ça reste une rencontre. Et que le recruteur doit autant vous séduire que vous devez séduire le recruteur. Enfin, c'est dans les deux sens. Vous n'êtes pas en procès, c'est pas seulement la rencontre. Et le fait de poser des questions, ça va aussi montrer votre façon de réfléchir et peut-être aussi les lacunes du recruteur sur sa formulation dans l'annonce ou certaines choses qui sont pas claires. Donc, vous lui rendrez service aussi, n'hésitez pas. Une question de Yannick qui a un parcours atypique, c'est-à-dire sans aucune cohérence. Peut-on tout de même se présenter à un poste si en plus on est en cours de validation d'une formation? J'ai envie de dire oui. Je pense qu'il n'y a pas de tabou. Si vous êtes en mesure d'expliquer en quoi votre parcours est atypique, ça peut être pour des raisons personnelles, on l'a vu. Hein. Si vous avez besoin de déménager, vous êtes parti en province ou je ne sais quoi, ou vous avez besoin de changer de métier parce que vous avez besoin de payer vos factures, ou si parce que vous étiez malade, ou si parce que vous êtes arrêté pour vous occuper de vos enfants, ou si, comme on a eu une fois le cas dans un salon de recrutement, vous avez fait de la prison, parce que ça peut arriver aussi, on a tous droit à une deuxième chance. L'idée, c'est de rassurer le recruteur, lui dire que voilà, aujourd'hui, les problèmes éventuellement, si vous en avez eu, sont réglés, que vous êtes en meilleure santé, que vous êtes plus stable dans votre vie perso, dans votre façon de voir votre carrière, et que tous les freins qui pourraient être un point de réticence pour le recruteur, que tout ça s'est levé, qu'aujourd'hui vous êtes prêt à motiver, et que d'ailleurs vous avez entrepris une formation, Yannick, en ce sens. Donc je pense que c'est rassurant. Et d'ailleurs, il faut juste arrêter aussi d'utiliser le mot atypique.
Il n'y a pas de parcours atypique, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas de parcours type non plus. Donc, du coup, il n'y a pas d'atypique. Le parcours, c'est le vôtre. Donc après, aujourd'hui, c'est votre parcours. Il faut arrêter de dire j'ai un parcours atypique. Pas parce que vous étiez vous auriez été astronaute 10 ans et vous voudriez faire du recrutement aujourd'hui. Bon, je me dirais, bon, là, c'est peut-être un peu atypique. Maintenant, si vous étiez jeune étudiant chez McDo, ensuite vous êtes passé dans le sud de la France vous avez été barmaid et après vous avez fait des études et vous voulez faire de la finance, j'en sais rien, du recrutement, des RH, peu importe, ou du BTP, enfin peu importe. Il n'y a pas de parcours atypique, c'est votre parcours. Il faut juste savoir l'expliquer. Un parcours est toujours cohérent. Je veux dire, il n'y a pas d'atypisme puisqu'il n'y a pas de parcours type. Donc, 90%, les gens vous disent souvent, j'ai un parcours atypique. Oui, j'ai été caissière de 18 à 20. Après, j'ai repris des études en compta, j'ai fait de la compta. Bon, c'est pas très atypique. Ça s'appelle la vie, en fait. Vous avez une opportunité. Là, on parle d'opportunisme. Vous avez une opportunité de reprendre vos études. Eh ben, super. Mais c'est pas atypique. C'est votre parcours. Voilà. Bah, écoute, je pense que c'est un beau mot de la fin puisqu'on arrive déjà au terme de notre webinaire. On vous remercie encore une fois pour votre participation, pour vos questions. Sachez que la présentation et le replay vous seront envoyés par mail. Donc, vous aurez tout ça à garder précieusement sous le coude. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. On vous souhaite bonne continuation dans vos recherches et un bel été. Merci encore, Déborah, pour ta participation et ton dynamisme. Ça a été un plaisir et j'espère que pour vous aussi. On se retrouve à la rentrée pour un prochain webinaire. Merci à tous. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.